Alors on va parler du petit robot Philae avec des nouvelles. Il s'est posé, donc vous le savez, sur la comète Chury. Le robot a reçu tout à l'heure l'ordre de pratiquer un forage sur la comète malgré sa position instable. Une des 3 pattes, vous le savez, du robot ne touche pas le sol de la comète. Le résultat de ce forage n'arrivera sans doute jamais sur Terre, faute d'énergie, puisque la pile du robot vient de s'arrêter. Les batteries solaires du robot ne pourront pas se recharger normalement puisque le robot a atterri dans une zone d'ombre sur cette comète. Après la disparition de 43 étudiants au Mexique, probablement tués par un cartel de la drogue, la colère des familles ne diminue pas. Elle vise directement maintenant le président mexicain Peña Nieto. C'est notre fait du jour ce vendredi. Près de 2 mois après la disparition de ces 43 étudiants, l'émotion et l'indignation sont toujours intactes au Mexique. La population mexicaine a subi déjà un niveau de violence effrayant ces dernières années. Plus de 80 000 morts attribués au crime organisé, le plus souvent aux narcotrafiquants. Mais ce drame des 43 étudiants disparus, c'est sans doute beaucoup trop, l'affaire de trop. Les familles soutenues par de nombreux Mexicains ne croient pas dans la version officielle et demandent des comptes au gouvernement et au président. Laure de Matos. Rendez-vous a été pris devant l'école normale d'Ayotzinapa. Ces élèves instituteurs et certains parents de leurs anciens camarades disparus vont prendre la route ensemble pour un périple d'une petite semaine à travers le Mexique. Je suis la mère d'un des étudiants qui a été tué. Je suis là en soutien. J'irai n'importe où si c'est nécessaire. 3 bus emmèneront ces modestes habitants du Guerrero du nord au sud du pays, et ce jusqu'à Mexico, la capitale, jeudi prochain pour une manifestation nationale. L'objectif de cette tournée, sensibiliser leurs concitoyens au drame qu'ils vivent depuis la disparition de leurs proches. Car ils refusent de croire à l'explication officielle livrée il y a 2 semaines par le ministre de la Justice. Selon lui, les jeunes disparus ont été tués, puis leurs corps brûlés par 3 narcotrafiquants qui auraient avoué leurs crimes. Les rassemblements se succèdent. Les proches des victimes veulent maintenir la pression sur le gouvernement, en qui ils n'ont aucune confiance. Impossible également pour eux de se fier au système judiciaire mexicain, qui résout souvent les affaires de ce type sur la base de seuls témoignages de criminels supposés. Tout ça n'est que corruption. Ils se moquent de nous. C'est tout ce que le gouvernement fait. Se moquer de nous. Nous qui n'avons aucun pouvoir. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. On veut des preuves. On veut des preuves. Sans preuve, je considère que nos enfants sont vivants. Tous redoutent que le gouvernement mexicain ne cherche à clore au plus vite cette délicate affaire qui ébranle jusqu'à la présidence d'Enrique Peña Nieto. Le chef de l'État, qui a tardé à rencontrer les familles des victimes, est en Chine depuis dimanche dernier pour le sommet de l'APEC. Un déplacement diplomatique qu'il a décidé de maintenir malgré l'ampleur du malaise dans son pays. Alors avec nous pour parler de la situation au Mexique, Maurice Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Maurice Lemoine, vous êtes journaliste, spécialiste du monde latino-américain, du Venezuela en particulier, mais aussi du Mexique. Alors la disparition de ces 43 étudiants, on peut dire qu'elle est révélatrice d'une réalité au Mexique, c'est la collusion entre le pouvoir politique, les narcotrafiquants parfois et la police. Oui, cette affaire, qui était une affaire terrible évidemment, ouais. met en évidence les mots que le gouvernement mexicain espérait conjurer, le président Peña Nieto, c'est-à-dire à la fois l'ultraviolence, le narcotrafic, la corruption, ouais. l'impunité et l'interconnexion entre le narcotrafic et les autorités publiques. Vous parlez d'ultraviolence, on citait quelques chiffres, plus de 80 000 morts depuis 2006, ça c'est les chiffres officiels, 20 000 ou 25 000 disparus, c'est énorme. 22 000 disparus. Ouais. Alors on estime entre 70 000 et 80 000 morts, effectivement, sous le président Felipe Calderón. Le président précédent, oui. Et avec évidemment un problème majeur, c'est que c'est surtout la corruption. Parce que après tout, il faut bien savoir que dans ces 70 000 morts, il y a évidemment pas uniquement des victimes de la police ou de l'armée ou vice-versa, mais aussi les luttes intestines entre les cartels de la drogue. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs dans l'état du Guerrero sur cette affaire. Il y a 5 cartels de la drogue qui se disputent le territoire. Ouais. L'essentiel de ces violences, elles sont imputables aux narcotrafiquants. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est le narcotrafic. Si vous prenez l'état du Guerrero, par exemple, c'est l'état d'où sortent 98% de l'héroïne qui sort du Mexique, puisqu'en fait, cette région qui est une des plus pauvres du Mexique, 70% de la population en dessous du seuil de pauvreté, est devenue une région de production de pavots.
Et quel que soit en fait le parti au pouvoir, parce qu'il y a eu une alternance, puis maintenant le PRI, qui est le parti révolutionnaire institutionnel, qui était au pouvoir pratiquement pendant toute l'histoire du Mexique indépendant, est revenu au pouvoir. Hein. Le président Nieto est membre de ce parti-là. Avant lui, Calderón n'était pas membre de ce parti, mais ça, le problème ne change pas, au contraire. Le problème ne change pas. Il s'est même aggravé d'une certaine manière, on pourrait dire, puisqu'on a eu au pouvoir pendant 60 ans, effectivement, le parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, puis le parti d'action nationale, le parti de droite. Le PRI est revenu au pouvoir, mais là, si l'on prend par exemple ce cas du Guerrero, d'Iguala, le maire qui est mis en cause, qui a été arrêté et qui est vraisemblablement à la source de la disparition de ces étudiants, est membre du parti de gauche, le parti de la Révolution démocratique. Donc tous les partis sont mouillés. De sorte que c'est une crise institutionnelle, puisque tous les partis, le PAN n'a pas été capable de résoudre les problèmes, et on découvre maintenant que, y compris au sein de ce parti de gauche, enfin de centre-gauche, quand on dit le gauche de centre-gauche, on a aussi une pénétration de... Ce qui veut dire que la corruption, elle est à tous les étages du pouvoir mexicain. Elle est absolument à tous les niveaux. C'était flagrant, c'était connu sous le gouvernement du PRI. Et là, évidemment, c'est pas nouveau cette affaire. Par exemple, si on prend Iguala, au mois de mai dernier, il y a 8 dirigeants paysans qui ont été enlevés. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la mobilisation des familles et de la population. Alors, effectivement, parce que d'une manière générale, c'est comme si on compare un goutte à goutte avec un torrent. Quand il y a du goutte à goutte, finalement, on ne se rend pas compte de l'horreur des choses. Là, évidemment, quand vous avez 43 étudiants qui disparaissent d'un seul coup, ça fait des ordres, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Et le président Nieto, il n'a pas très bien réagi, en quelques mots. Parce qu'en fait, il est parti là en Asie. Il est parti, je veux dire, il y a, là encore, je veux dire, il y a... Alors c'est vrai que quand on parle de 70 000, 80 000 morts, à la limite, 43 morts de plus, excusez-moi, c'est cynique ce que je dis. Mais il n'a pas pris conscience immédiatement de la gravité de la chose. Il ne faut pas oublier non plus que ces étudiants, ces normaliens, sont issus d'une école normale qui, elle, est très marquée à gauche. C'est-à-dire que là, on a aussi une mobilisation des réseaux, ce qu'on appelait les réseaux populaires, c'est-à-dire la gauche de la gauche, on dirait chez nous, et donc qui donne une coloration politique à cette affaire. Merci Maurice Ledoine de venir nous expliquer un petit peu le fond de cette affaire au Mexique. Merci beaucoup.